Vous regardez Al24 News. Bonsoir à tous à la une de ce mercredi 8 décembre 2021. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivé à Alger pour, dit-il, relancer les relations bilatérales après un mois de crispation. Reprise des négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien demain en Autriche après un temps d'étude des propositions iraniennes lors des pourparlers. Olaf Scholz, officiellement nouveau chancelier de l'Allemagne, il a été élu ce matin par les députés, on en parle dans cette édition. Et puis sport, l'Algérie se retire de la prochaine CAN de handball que le Maroc accueillera à Guelmim au début de l'année prochaine. Alors que les relations entre les deux pays sont tendues, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivé à Alger en fin de matinée pour tenter de réchauffer les relations. Ce déplacement du chef de la diplomatie française a pour objectif, selon sa déclaration, de renouer une relation de confiance entre les deux pays. Le point sur cette visite avec Leïla Gertal. À sa sortie de l'audience présidentielle, le chef de la diplomatie a déclaré à la presse que sa visite s'inscrit dans le cadre de la relance des relations algéro-françaises et qu'il était là pour dénouer le blocage et aplanir les malentendus. J'ai exprimé le souhait de travailler à lever les blocages et les malentendus qui peuvent exister entre nos deux pays. Et au cours de nos échanges, nous sommes convenus de reprendre un certain nombre de coopérations. Cela se traduira par la reprise d'un dialogue opérationnel entre partenaires sur les questions humaines et sur les questions migratoires. Nous souhaitons que le dialogue que nous relançons aujourd'hui puisse conduire à une reprise des échanges politiques entre nos gouvernements en 2022. Au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face, au-delà des malentendus qu'il nous revient de dépasser, je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puissent regarder vers l'avenir. Cette visite vise à décrisper les relations entre Paris et Alger, marquées depuis plus de 2 mois par un froid, une tension déclenchée suite aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron. La reprise d'un dialogue et d'un dialogue opérationnel sur la lutte contre le terrorisme. Et cela se traduira aussi par nos efforts communs pour assurer la sécurité de nos deux pays. Nous entendons continuer à coordonner nos initiatives diplomatiques pour favoriser le processus de transition politique en Libye à la suite de la conférence de Paris à laquelle le ministre Lamamra avait représenté le président Tebboune. Nous avons également fait le point sur la situation au Mali, où l'Algérie joue un rôle important. Et l'engagement de l'Algérie dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation est un élément essentiel du processus de paix au Mali. Et je tiens ici à saluer cet engagement et je forme le vœu que notre dialogue se poursuive sur ce sujet. Paris, par cette visite, tente de désamorcer la crise au plus vite. Bien avant, la présidence française avait fait savoir le 9 novembre, rappelons-le, que le président Macron, je cite, regrettait les polémiques et les malentendus avec l'Algérie. Et puis un divorce net entre la France et le territoire du Pacifique serait douloureux pour Paris, qui fait tout pour s'assurer d'un maintien des relations. Quoi qu'il advienne, le Conseil d'État français a rejeté la demande de reporter le scrutin sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. La juridiction française a estimé que les procédures de protection sanitaire ne font pas obstacle au déroulement du référendum. Pour rappel, le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura lieu le 12 décembre 2021. Ce scrutin sera le 3e et dernier à se dérouler selon les termes de l'accord de Nouméa après les votes de 2018 et 2020.
Le 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité s'est tenu les 6 et 7 décembre après un an d'interruption à cause de la pandémie. Cet événement sous le haut patronage du président sénégalais Macky Sall a abordé le thème « Les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid ». Des dizaines de chefs d'État, de ministres, d'hommes politiques, militaires et chercheurs étaient présents. Souhila Akilal. Le 7e forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu durant 2 jours à Dakar au Sénégal avec la participation de plusieurs chefs d'État et d'hommes politiques a été l'occasion d'aborder la question sécuritaire et la montée de l'extrémisme violent en Afrique et de pousser la réflexion sur les réponses politico-militaires pour y remédier. L'urgence est là, dans ces pays déstabilisés, en partie occupés et menacés dans leur existence. Ces vies perdues, ces personnes déplacées ou réfugiées, ces familles endeuillées, ces écoles fermées et ces économies fortement perturbées. J'ai même la faiblesse de penser que pour certaines armes, la proportion chez les terroristes est supérieure à celle détenue par les forces régulières. La grande erreur des partenaires est leur faible implication dans le combat contre le trafic des armes en provenance de Libye, qui est pourtant le paramètre le plus important dans la prévenance de ce terrorisme. La crise sanitaire, ses répercussions sur la sécurité et l'économie des pays et la contribution de l'Afrique dans la lutte contre les pandémies était une des thématiques importantes abordées. Si la situation s'améliore par endroits, l'apparition d'un nouveau variant dans plusieurs pays rappelle que nous sommes tous exposés au virus et pas encore à l'ère post-Covid. Mais le thème nous engage aussi à être résilients, déterminés et combatifs. Il le faut face aux effets néfastes d'une double crise sanitaire et économique. Enjeu crucial du moment, l'impact de la démographie et du changement climatique en Afrique a également été abordé lors du forum de Dakar. Les participants ont abordé les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique, principal accélérateur des migrations. Au Niger, 12 500 000 $ ont été octroyés au pays par le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un don en soutien à la réponse humanitaire au profit des personnes affectées par les conflits. Ce don ne cible que 2,1 millions de personnes, les plus vulnérables sur les 3,8 millions ayant besoin d'une assistance humanitaire. Le Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU a déploré qu'à la date du 6 décembre courant, seulement 41% des besoins exprimés ont été mobilisés. Et au Mali, Omar Mariko, placé sous mandat de dépôt, le président du parti Sadi restera en prison jusqu'à son procès. Omar Mariko et 2 autres personnes ont été accusés d'avoir tenu et diffusé des propos qualifiés d'injurieux contre le Premier ministre Choguel Maïga. Le parquet a fixé au 15 février prochain la comparution d'Omar Mariko et de ses 2 co-accusés. Toujours en Afrique, en Gambie, Adama Barrow, fraîchement réélu président, le vainqueur du scrutin de samedi, a promis la révision de la Constitution, notamment pour ce qui est de la limitation des mandats présidentiels. Amin Touta. 48 heures après sa réélection à la tête du pays, le président Adama Barrow a mis en avant ses nouvelles grandes lignes de son nouveau mandat présidentiel. Le candidat réélu s'est dit rassembleur et est revenu à son projet de la révision constitutionnelle axée sur la limitation des mandats présidentiels. La nouvelle forme de la loi suprême devrait mettre un terme avec l'ancienne constitution rédigée du temps de Yahya Jammeh. Je serai le président de tous les Gambiens. Nous allons faire en sorte de travailler même avec ceux avec qui nous avons des désaccords et des divergences. Nous restons ouverts à tous. Pour rappel, le scrutin de samedi s'est déroulé dans un contexte électoral marqué par le rejet de l'opposition des résultats.
Osaino Darboe est venu en deuxième place pour la 4e fois dans l'histoire des élections présidentielles en Gambie. Ses soutiens et partisans de l'opposition ont protesté lundi soir dans la capitale Banjul contre les résultats du vote. Bless you. Forward ever, backward never. Le deuxième mandat d'Adama Barrow devra commencer le 19 janvier prochain pour une durée de 5 ans jusqu'en 2027. Au Madagascar, hier marquait la deuxième journée d'audience pour le procès de l'affaire Apollo 21, une journée exclusivement consacrée à l'audition du franco-malgache Paul Rafanoara, l'un des cerveaux présumés de l'affaire. 20 personnes, dont 2 Français et leur épouse, ainsi que 5 hauts gradés et ex-premiers ministres sont jugés pour avoir participé au projet Apollo 21. Apollo 21, nom donné à cette tentative supposée de coup d'État et d'assassinat du président de la République qui devait être mise en exécution en juillet. D'après l'enquête, ce mercredi, ce sera au tour du second Français accusé de s'exprimer à la barre. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite annonce avoir riposté dans la nuit du lundi à mardi à un tir de missiles balistiques réalisé par les Houthis depuis le Yémen. L'agence officielle saoudienne SPA annonce qu'un site de lancement à Sanaa a été détruit. Les Houthis contrôlent une majeure partie du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa, prise au gouvernement en 2014, je vous le rappelle. Les négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien reprennent demain à Vienne en Autriche. Après une pause en début de semaine, les pays participants à ces pourparlers ont demandé du temps pour étudier les propositions iraniennes. Les précisions de Mohamed Amin Aberkan. Relancés le 29 novembre, les pourparlers autour du nucléaire iranien entre Téhéran et les puissances occidentales reprennent demain à Vienne en Autriche. Dans une récente déclaration, le chef de la délégation iranienne, Ali Bagheri Kani, avait annoncé de la capitale autrichienne que son pays avait soumis une proposition aux puissances internationales au sein de la commission mixte de l'accord sur le nucléaire iranien portant sur la levée des sanctions et les questions nucléaires. Les négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien, rappelons-le, ont redémarré le 29 novembre après 5 mois d'interruption, mais sans de nouveau en pause depuis vendredi dernier. Le chef de la délégation iranienne a estimé mardi que les positions formulées par son pays représentent des initiatives très utiles et constructives qui pouvaient faire avancer le processus de négociation. Conclu en 2015 entre la République islamique d'Iran et des grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, France, Allemagne ou encore Royaume-Uni, l'accord n'a toujours pas pu avancer depuis le retrait unilatéral du pacte des États-Unis en 2018 et le rétablissement de sanctions poussant en riposte Téhéran à se détacher de la plupart de ses engagements. L'accord offrait à Téhéran la levée d'une partie des sanctions étouffant son économie en échange d'une réduction drastique de son programme nucléaire placé sous strict contrôle de l'ONU. Ces sanctions viennent s'ajouter à une toile déjà très serrée de mesures visant l'Iran. Et en bref, dans l'actualité, sachez qu'à partir de janvier 2022, le week-end aux Émirats Arabes Unis sera à l'occidental. En plus du samedi, dimanche, le pays gardera une demi-journée de repos le vendredi après-midi. Les Émirats Arabes Unis deviennent ainsi le premier pays du monde à mettre en place une semaine de travail inférieure à 5 jours. Une décision motivée par des raisons de performance économique en s'alignant sur les jours ouvrables des marchés financiers internationaux. Cette décision vise aussi à attirer plus d'expatriés pour développer leur économie. Et en Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz a pris ses fonctions de chancelier en Allemagne, où se tourne définitivement la page des 16 années de pouvoir d'Angela Merkel. Angela Merkel qui a appelé celui qui était encore il y a peu son vice-chancelier à travailler pour le bien de l'Allemagne. Olaf Scholz, lui, a en retour rendu hommage pour tout ce qu'elle a fait pour leur pays. Lors de la passation de pouvoir, le nouveau chancelier a promis un nouveau départ à l'Allemagne. Il se rendra à Paris et à Bruxelles ce vendredi.
Et l'ancien ministre des Finances et vice-chancelier d'Angela Merkel, âgé de 63 ans, est à la tête d'une coalition inédite composée du Parti social-démocrate, des Verts et des libéraux du FDP. Il a été élu dans la matinée avec une majorité de 395 voix sur 735 au Bundestag, la chambre basse du Parlement. Les détails avec Safwan Ben Sabrine. 2 mois et demi après les élections en Allemagne, Olaf Scholz a été élu chancelier par les députés mercredi 8 décembre. Le socialiste démocrate ramène le centre-gauche au pouvoir, tout en refermant définitivement les 16 années de l'ère Angela Merkel. Sur les 736 élus du Bundestag, 395 ont voté pour Olaf Scholz, 303 ont voté contre et 6 se sont abstenus, lui permettant ainsi de devenir le 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Son élection ne faisait aucun doute, son parti social-démocrate, arrivé en tête aux législatives, dispose d'une confortable majorité de 206 sièges avec ses 2 nouveaux partenaires de coalition, les Verts, qui eux disposent de 118 sièges, et les libéraux du FDP, qui eux bénéficient de 92 sièges. Féministe convaincu, Olaf Scholz prendra les rênes d'un gouvernement composé pour la première fois d'autant de femmes que d'hommes. 3 d'entre elles seront à la tête de ministères clés, les affaires étrangères pour l'écologiste Annalena Baerbock, la défense et l'intérieur pour les 2 social-démocrates Christine Lambrecht et Nancy Faeser. Inédit, le gouvernement le sera aussi dans sa composition politique. Il réunira en effet pour la première fois depuis les années 1950 3 partis. Le SPD, les Verts et le Parti libéral-démocrate sont rapidement parvenus à s'accorder sur un programme qui mise principalement sur la protection du climat, la rigueur budgétaire et la place de l'Allemagne en Europe. Le défi à relever pour le successeur d'Angela Merkel sera de taille, celle-ci s'étant retirée sous l'ovation du Bundestag avec une cote de popularité estimée à 80%. Hier, les présidents américains et russes se sont entretenus par visioconférence. Il a été question notamment du dossier ukrainien. Joe Biden et Vladimir Poutine ont décidé de donner une chance à la diplomatie. Pour Moscou, il s'agit d'un premier pas important qui revient à reconnaître la légitimité des préoccupations russes. Le Kremlin a renouvelé ses critiques contre l'influence grandissante de l'OTAN dans son voisinage. Vladimir Poutine a réclamé des garanties juridiques excluant à la fois une extension vers l'est de l'OTAN et le déploiement de systèmes d'armement avancés. Au chapitre santé, le nouveau variant Omicron ne serait pas plus dangereux que les autres variants de la Covid-19. C'est ce qu'a estimé le responsable des urgences de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui précise d'ailleurs qu'il n'y a aucune raison de douter de l'efficacité des vaccins actuels. Naila Hamouda. Signalé pour la première fois en Afrique du Sud fin novembre, Omicron est désormais recensé dans une quarantaine de pays, une vingtaine rien qu'en Europe. L'apparition de ce variant fait trembler le monde. Ces derniers ont décidé de durcir leurs restrictions aux frontières, d'autres n'ont pas hésité à fermer leurs frontières. Mais que savons-nous exactement de ce nouveau variant? Est-il plus ou moins dangereux que le variant Delta? Le variant Omicron présente plus de mutations que le variant Delta. Plus de mutations ne veut pas dire nécessairement variant plus dangereux. L'OMS s'est montrée confiante sur l'efficacité des vaccins anti-Covid face à l'apparition récente du variant Omicron, qui pourrait finalement être moins sévère que prévu. C'est en tout cas l'avis esquissé par Michael Ryan, responsable des urgences de l'OMS, lors d'un entretien accordé à l'AFP. Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux que le variant Delta. Selon l'OMS, Omicron est clairement hautement transmissible, probablement davantage que Delta, qui est quasi hégémonique dans le monde. Et pour l'heure, c'est vers lui que doivent se diriger les efforts. L'OMS ne déplore pour l'heure aucun décès lié à cette nouvelle souche. Pour rappel, les laboratoires Pfizer, Johnson & Johnson et Moderna ont déjà commencé à travailler sur de nouvelles versions de leurs vaccins pour cibler le variant Omicron. Covid-19 toujours, direction les États-Unis où la ville de New York rend la vaccination obligatoire pour tous les salariés du privé, une mesure qui prendra effet à partir du 27 décembre. 184 000 entreprises et commerces sont concernés. De nombreux grands employeurs de la ville exigent déjà que
que le personnel soit vacciné pour retourner dans leurs bureaux, notamment Goldman Sachs et Morgan Stanley. Autre décision à partir du 27 décembre, les New-Yorkais âgés de 12 ans et plus devront montrer la preuve qu'ils sont totalement vaccinés. Et direction l'Indonésie, 34 personnes sont mortes dans l'éruption du volcan Semeru. Selon un nouveau bilan, 17 sont portés disparus. L'éruption survenue samedi a recouvert de cendres et dévasté plus d'une dizaine de villages. Plus de 3500 habitants ont dû être évacués de la zone. Le Semeru, qui culmine à 3676 mètres, a connu de nombreuses éruptions ces dernières décennies, mais rarement aussi destructrices. Et au chapitre économie, la compagnie aérienne espagnole leader en voyage low cost, Voltea, veut renforcer sa présence en Algérie. La destination Alger sera desservie à partir du 16 décembre courant au départ de Bordeaux, Marseille. Le voyage vers Oran sera au menu avant la fin 2021. Explication de Mohamed Wali Ben Chaban. La compagnie aérienne espagnole Volotea des voyages low cost se lance officiellement dans le marché algérien. Au départ de Bordeaux et Marseille, le leader ibérique ajoute la liaison à Alger. Le vol sera opérationnellement desservi à partir du 16 décembre courant. Carlos Muñoz, fondateur et manager de Volotea, déclare que sa compagnie est ravie d'annoncer ces nouvelles liaisons de Marseille et Bordeaux à Oran et Alger. Et de poursuivre, nous avons hâte de commencer ces vols vers l'Algérie et de célébrer la réouverture des frontières aériennes. L'Algérie, c'est un des plus grands pays en Afrique, c'est je crois que le premier. Et aussi, il y a plus de trentaine d'aéroports, donc le secteur aérien, il a un avenir certain en Algérie. Donc, mais seulement, il faut des opérateurs sérieux parce que ça y va de la sécurité aérienne et aussi, je reviens encore, c'est très capitaliste. Du 16 décembre 2021 jusqu'au mars, 2 puis 4 vols hebdomadaires entre Marseille-Province et l'aéroport d'Oran Ahmed Ben Bella seront opérés en Airbus A319 à compter du 23 décembre 2021. Et jusqu'au 24 mars 2022, la low cost propose une puis 2 rotations hebdomadaires entre sa base à Bordeaux et l'aéroport d'Alger Houari Boumediene. Les autres destinations de Volotea vers l'Algérie sont pour l'instant affichées à partir de l'année prochaine. De Marseille encore vers Sétif sera inaugurée le 3 février. Celle vers Tlemcen le 4 et celle vers Annaba, Bijaya et Constantine le 5 février. 2 vols par semaine dans tous les cas. Et de Lyon vers Sétif sera proposé 3 fois par semaine à compter du 11 février prochain. Et puis, les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse aujourd'hui à l'ouverture du marché, prolongeant leur gain de la veille après avoir atteint 75,44 $ le baril contre 75,33 $ à la clôture du marché. Toutefois, l'impact du nouveau variant Omicron sur la demande mondiale de carburant s'est atténué. Les contrats à terme sur le brut Brent se sont affichés dans l'après-midi à 75,71 $ le baril en cours de cotation. Le brut américain West Texas Intermediate a frôlé les 72 $ le baril en hausse, s'appuyant sur un gain de 3,55% lors de la session précédente. Et sans transition, on passe au sport. Alors que l'Algérie et l'Égypte se sont quittés sur un match nul, un but partout, on connaît désormais les équipes qui iront en quart de finale de la Coupe arabe. Au programme donc vendredi, 2 matchs auront lieu. À 16h, la Tunisie sera face à Oman. À 20h, dans un derby du Golfe, le pays hôte, le Qatar, sera opposé aux Émirats arabes unis. Samedi 11 décembre à 16h, pour une place en demi-finale, l'Égypte défiera la Jordanie. Et à 20h, le match au sommet et derby maghrébin, celui qui opposera l'Algérie au Maroc en cas de qualification. Je vous le rappelle, de l'Algérie en demi-finale, elle sera opposée au vainqueur du match Qatar-Émirats arabes unis. Et Barded Bounedjah, l'attaquant des Verts, qui a dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps contre les Pharaons en raison d'un violent choc avec le portier égyptien Al-Shenawi. Elle se porte bien. Dans une vidéo qu'il a publiée, il rassure sur son état de santé. Je vous propose de l'écouter. Premièrement, je remercie Dieu pour ma santé et pour tous également. C'est ça le football, n'importe quelle chose peut arriver aux joueurs durant les matchs.
Pour l'instant, je vais bien et je tiens à rassurer tous les supporters algériens et arabes qui se sont inquiétés de ma santé. J'ai effectué une IRM avec les médecins, rien n'est grave et je suis à 100% de mes capacités. Et je vous informe que je suis prêt pour la prochaine rencontre. C'est officiel, je vous le disais en titre, l'équipe algérienne de handball s'est retirée de la 25e Coupe africaine des Nations 2022 organisée par le Maroc. En cause, la compétition serait organisée à l'Aïoun occupé. Salah Faisal. L'Algérie ne prendra pas part au prochain championnat d'Afrique. La décision ne repose pas sur des faits sportifs ou des moyens financiers, mais plutôt de positions politiques. L'Algérie s'est retirée du championnat d'Afrique 2022 car le pays organisateur a décidé d'organiser la compétition en dehors de ses terres. Sur une terre africaine, une terre arabe, une terre remplie de tristesse, d'espoir et d'histoire du Maghreb. Le choix de l'Aïoun occupé de Guelmim par le Maroc et la validation de la Confédération africaine de handball a quelque peu été mal perçu par l'Algérie au vu de sa position et son soutien indéfectible au peuple sahraoui. Dans le domaine sportif, l'Algérie est 7 fois championne d'Afrique et d'être absent au rendez-vous continental le 7 national en dehors de la course de la prochaine Coupe du Monde est la moindre sanction pour influencer l'organisation de la 26e édition du CAN de handball en Algérie qui est qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On rappelle que l'Algérie a participé à la dernière Coupe du Monde de handball en Égypte. L'alarme est sonnée. Le handball est prévenu. Et c'est l'image du jour. Une éclipse solaire totale a fait passer ce week-end l'Antarctique de l'été à l'obscurité. Le phénomène n'était visible en totalité qu'en Antarctique pour le plus grand plaisir de l'un des petits groupes de scientifiques présents, experts et aventuriers qui ont payé 35 000 € pour avoir ce privilège. Diffusé en direct par la NASA, l'éclipse a commencé à 7 h lorsque la Lune a commencé à se déplacer devant le Soleil et a pris fin à 8h06. Regardez. Et c'est en douceur que nous nous quittons. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Al 24 News.